Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors ne partez pas tout de suite, parce que si vous avez cliqué sur cette jaquette, en fait, sur cette vignette, en fait, et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce film pour adolescents, qu'est-ce que ça fout dans Stéroïdes ? Ça a une raison, il y en a une raison principale. Donc le film c'est 3 heures, l'heure du crime, c'est ça ? Exactement. Je suis avec Rafik Djoumi, mon ami Rafik, pour en parler. Ouais. Pourquoi ce choix de film ? Explique-nous, parce que sur le papier, c'est un teen movie. Sur le papier, c'est un teen movie, mais c'est un teen movie qui tourne entièrement autour d'une baston. Voilà. Donc Déjà. Du coup, ça en fait un film stéroïde par la force des choses. Mais surtout, il y a une question de langage cinématographique. Exactement. Voilà. C'est un film qui est réalisé d'une certaine façon très percutante, que moi personnellement j'appelle de la Sam Raimi exploitation. Mais on va s'attarder à savoir exactement qu'est-ce qui a fait l'identité de ce film, et aussi pourquoi est-ce qu'on le connaît pas ou presque pas en France. Parce que c'est un film qui, en fait, est souvent considéré... On sait qu'Internet est un peu obsédé par les années 80, le cinéma, justement les teen movies des années 80. Et 3 O'Clock High, donc 3 heures l'heure du crime, est aujourd'hui généralement considéré comme le meilleur film des années 80 que vous n'avez pas vu. Ouais, ça se discute, il y a Heathers aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est 90 88. Ah, 88, d'accord, autant pour moi. Mais ce qui risque de surprendre les gens, c'est que c'est une production Spielberg. Amblin, produite par Steven Spielberg, qui a fait retirer son nom du générique. Ah. Tout à fait. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que 3 O'Clock High ? Ah non, déjà, si je peux me permettre de raconter comment moi je l'ai découvert, Ouais. parce que c'est un film donc, qui n'est pas sorti en France. Et ce qui s'est passé, c'est que donc en 90-91, j'étais à Cannes et j'y ai découvert, je crois que c'était au marché du film, un film qui s'appelle Les Anges de la Nuit avec State of Grace. Voilà, State of Grace avec Sean Penn et Gary Oldman et comment elle s'appelle, la future femme de Sean Penn à l'époque. Robin Wright, voilà. Ed Harris. Voilà. Qui est un film qui m'a beaucoup impressionné, d'un réalisateur que je connaissais pas, qui s'appelle Phil Joannou, et je me suis dit what the fuck, il sort d'où ce gars-là. Et ensuite, très peu de temps après, Canal+ a diffusé ce film, inédit en France, donc, qui s'appelait 3 O'Clock High, réalisé par Phil Joannou, donc je me suis précipité pour voir ce que c'était que ce machin-là. Ça n'avait rien à voir avec State of Grace, mais c'était aussi une excellente surprise. 3 O'Clock High, qui est quand même aussi une référence, je pense, à High Noon. Voilà. Donc, le train sifflera 3 fois. Voilà, exactement, qui fonctionne sur la même logique de duel. Donc c'est pas un spoof, mais en fait clairement une référence assumée. 3 O'Clock High, c'est un teen movie. State of Grace, c'est un grand polar solennel. Il faut pour situer les deux. Voilà. Et je pense qu'on probablement un jour on fera un épisode aussi dessus, parce que c'est un film vraiment très intéressant. Et après ça, le déclin de Phil Joannou, puisqu'il a fait un thriller de studio, pour le coup, vraiment un gros film. Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Voilà, Final Analysis, qui était un thriller Hitchcockien, qui se voulait Hitchcockien, donc. Avec grand renfort de mise en scène. D'effets de mise en scène bien exagérés. Mais bon, qui était de toute façon condamné avant même sa sortie, parce que c'est un film avec Richard Gere. Donc, Richard Gere, c'est l'antimatière du cinéma de ces années-là, du XXe siècle, je dirais même. Non, mais en fait, 3 O'Clock High, c'était donc Canal l'a diffusé, je crois, donc ça devait être 92, 93 dans ces eaux-là, donc alors que c'est un film de 1987. Donc vraiment, le truc ce film avait été enterré en fait. Quoi. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Donc ça raconte la journée cataclysmique d'un pauvre gars qui s'appelle Jerry Mitchell, qui donc s'occupe de la boutique à l'intérieur de son collège, et il arrive comment dire, donc déjà sa journée commence mal, il est en retard, il récupère ses fringues dans le lave-linge, enfin il y a tout un délire, jour, voilà. C'est pas son jour, il est en bagnole, il manque d'avoir un accident, etc., d'y entraîner même sa sœur. Et en fait, ce jour-là arrive à l'école un type qui s'appelle Buddy Revell, dont tout le monde a entendu parler parce qu'apparemment c'est une grosse brutasse qui s'est fait virer de tous les lycées de la région. Et il paraît qu'il faut absolument pas le toucher, sinon t'es un homme mort, etc. Et qu'est-ce qui va se passer évidemment avec notre héros dont la journée a très mal commencé ?
il va toucher Jerry Mitchell, et Jerry Mitchell va lui dire en gros à 3h t'es un homme mort. Voilà. Il le provoque en duel. Et donc dans l'attente de ces 3 heures fatidiques, le héros va tout faire pour essayer d'échapper à sa mort, on va dire, à son destin inéluctable, mais il peut pas sortir de ce collège qui est très très surveillé, notamment par Mitch Pileggi, qui joue le garde du collège qui se prend pour un flic en fait, avec ses lunettes de soleil, etc. Donc c'est le futur Skinner de X-Files. Et si je dis pas de bêtises, le choker de Wes Craven, c'est pas lui. Si, c'était lui. On va vérifier parce que. On peut les citer parce qu'il y a plein de second rôles comme ça assez croquants dans le film. On a Jeffrey Tambor qui joue Monsieur Rice, donc le propriétaire de la boutique. On a Philip Baker Hall qui joue le détective qui vient enquêter parce que le héros à un moment donné se retrouve à devoir cambrioler sa propre boutique pour essayer de récupérer du pognon pour pouvoir payer un gars qui va casser la gueule à éventuellement casser la gueule à Buddy Revell, alors que le mec évidemment se fait déchiqueter la gueule par. Et la scène est hyper drôle en plus parce que c'est dans la librairie, enfin dans la librairie, dans la bibliothèque, donc où il faut pas faire de bruit, etc. Il vient l'emmerder, il vient le provoquer. Et l'autre l'étale avec un coup de poing. Il casse le doigt d'abord, et ensuite il l'étale avec un coup de poing, et en fait, du coup, ça crée une espèce de domino, en fait. Avec toutes les bibliothèques qui tombent. Voilà, et hyper bien mis en scène, parce qu'en fait, c'est hyper bien foutu, parce que ça révèle à la fin les 2 gars qui étaient censés se planquer derrière. Et le héros était caché dans la bibliothèque, évidemment, toutes les bibliothèques ça leur tombe sur la gueule. Domino, voilà. Et donc c'est sa journée cataclysmique qui est rythmée donc par l'horloge en fait qui inlassablement rappelle l'heure qui tourne. D'ailleurs le titre je crois original du film c'était After School, donc parce que c'est aux États-Unis c'est à 3h qu'on sort de l'école. Et en fait, le script avait été inspiré par un mec qui s'appelle Thomas Zolossi, j'espère que je le prononce bien, qui apparemment c'était sa propre histoire qu'il avait pitché comme ça. Et ça a été en fait Spielberg l'a filé à Richard Christian Matheson, qui est le fils du célèbre Richard Matheson, qui à l'époque bossait sur Amazing Stories. Parce que donc Richard Matheson, grand écrivain de SF, mais aussi grand auteur de scénarios de la 4e dimension. Ouais, et comme Spielberg voulait vraiment émuler la 4e dimension, il s'était dit ça me portait chance d'avoir le fils de Richard Matheson. En tout cas, voilà, Richard Christian Matheson, il avait aussi fait l'incroyable Hulk, K2000, Agence Touriste, Rick Hunter, donc c'est les années 80 à lui tout seul, quoi. Plus tard, les Contes de la Crypte. À la télé, surtout, ouais. Voilà. Et donc c'est lui qui a vraiment pitché, enfin pas développé le script tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en fait, Phil Joannou s'est retrouvé aussi là-dessus via Amazing Stories, puisque donc Joannou c'est un étudiant de l'USC, donc la fameuse école d'où est sorti George Lucas, John Milius et tant d'autres. C'est une école de cinéma californienne. Voilà. Et il a commencé très très tôt. En fait, il avait fait son cours de fin d'études. C'est un cours qui s'appelle Last Chance Dance, et qui est déjà un truc qui se passe de l'ordre du teen movie, qui se passe dans un collège, et déjà filmé comme est filmé 3 O'Clock High, avec notamment l'aide de 2 chefs opérateurs qui sont Robert Brinkman et ton préféré John Schwartzman, qui a quand même fait Armageddon, quand même, excusez du peu, hein, bon bref. Alors, un ami de Michael Bay, quoi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ce court-métrage qui dure 30 minutes, qui est un moyen plutôt, Last Chance Dance de 1984, j'ai découvert avec plaisir qu'il était disponible entièrement sur Vimeo. D'accord. Donc vous pouvez le voir, et vous verrez effectivement, si vous avez vu avant 3 O'Clock High, qu'il y a beaucoup de liens communs, notamment dans la mise en scène. Bref, toujours est-il que Phil Joannou en fait ses armes sur le vidéoclip, et notamment sur les vidéoclips de YouTube. C'est lui qui ensuite, en 88, donc l'année suivante, va filmer le concert Rattle qui va carrément sortir en salle, quoi, qui était un événement, un événement clipesque, on va dire.
Et donc, comme Spielberg avait créé Amazing Stories, déjà pour faire bosser tous les mecs qu'il aimait bien, mais aussi pour lancer des carrières, puisqu'il va quand même lancer Brad Bird et ce genre de gens-là, en gros, il repère Phil Joannou et il le met sur 2 épisodes d'Amazing Stories, où le mec fait ses preuves aussi. Mm-hmm. Et c'est à ce moment, et il en profite à ce moment-là pour lui glisser le script de After School. Et en fait, la première, Phil Joannou, c'est un stressé de la vie. Hein. C'est vraiment un type filiforme, presque chauve, qui a peur de tout. Enfin voilà. Et quand Spielberg lui soumet le truc, Joannou dit immédiatement qu'il a peur d'être, comme ils se disent aux États-Unis, pigeonholed, coincé en fait dans un genre. Comme son court-métrage était déjà de cet esprit-là, et il a l'impression que c'est la même chose. Et il dit, je sais pas si je peux faire ça parce que je vais être pigeonhole, mais il faut imaginer quelqu'un de très très nerveux, quoi. Et Spielberg lui dit, mais d'accord, mais là je te propose de faire un film quand même, quoi. Et l'autre, bref, et le lendemain il le rappelle pour s'excuser en disant non mais je vais le faire, excuse-moi, pardon. Enfin, il a passé toute la nuit à flipper en se disant putain, j'ai dit non à Spielberg. Quelle sous-merde je suis, etc. Bon. Et donc, du coup, il se retrouve effectivement à faire une version longue, quelque part, de quelque chose qu'il avait déjà fait. Et comme je disais, c'est de la Sam Raimi exploitation. Alors, pour Joannou, c'est plutôt inspiré par le After Hours de Scorsese. Qui est quasiment de la même époque. Hein. Exactement. Et or, il se trouve que After Hours, pour moi, c'était, à l'époque où je l'ai découvert, c'était déjà de la Sam Raimi exploitation. Ouais, moi je te trouve un peu... C'est-à-dire que avec enfin, Sam Raimi, c'est mon top 3, hein, dans mon top 3 de réalisateurs. Le truc, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus spécifique. Moi, je pense qu'ils ont la même source d'inspiration, en fait, que ce soit d'ailleurs After Hours ou 3 heures, l'heure du crime. En fait, c'est que c'est du Hitchcock on steroids, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait comment on va filmer ça, en fait, comment on va exagérer les effets de ce que Hitchcock faisait, et en fait comment on va les ramener, on va dire, dans le style des années 80, même si moi je pense qu'en fait ça se vérifie aussi sur celui-là, hein. Je pense dans l'absolu, c'est des films qui dépassent, qui transcendent le style des années 80 justement, qui ont vraiment un langage de mise en scène. Et Sam Raimi, c'est quelque chose qu'il a fait même quand il a fait Mort ou Vif. En fait, il faisait la même chose avec Sergio Leone. En fait, c'était la même idée. C'était on va prendre ce que Sergio Leone faisait, puis on va pousser les potards. Voilà, c'est ça. Donc je pense que comme ils ont ces sources d'inspiration là, même si je doute absolument pas que Phil Joannou et même Martin Scorsese aient pu être impressionnés par Evil Dead. Et Crime Wave. Ouais. Parce que moi entre After Hours, il y a beaucoup je trouve, d'évocations de Crime Wave. Oui, dans l'absolu, on peut considérer ça, mais je pense qu'en fait, même si je pense qu'ils sont admiratifs de ça, et qu'ils disent en fait, ça nous ouvre les portes pour le faire nous aussi. Je suis pas persuadé, en fait, si tu veux, que ça soit directement inspiré de... Enfin, en tout cas, comme tu dis, de la Sam Raimi exploitation, c'est-à-dire vraiment, en fait... Le lien avec Raimi, il est d'autant plus facile à tracer que le chef opérateur de 3 O'Clock High, c'est Barry Sonnenfeld, qui, la même année, fait Arizona Junior des frères Cohen, qui sont des copains et collaborateurs. Pour le coup, le lien, il est vraiment très spécifique entre les frères Cohen et Sam Raimi. Oui, et donc, du coup, la mise en scène des premiers films des frères Cohen, elle est très dans le sillage de ce que faisait Raimi, et Barry Sonnenfeld, il a été formé aussi à ça. Et il amène ça... Et au porno, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et il amène ça... Non, mais c'est vrai, il a fait des pornos, Sonnenfeld, donc c'était vraiment la... Mais je pense pas que les plans étaient aussi bien chorégraphiés. Va savoir. J'imagine bien le plan, démarrer sur une horloge et descendre sur la bite de Ron Jeremy. mais voilà, donc effectivement, c'est un film, 3 O'Clock High, qui, comme tous les films qu'on a cités, est bourré d'effets dans tous les coins. Il y a tout ce qui se passe dans la tête, parce qu'en gros, tout se passe dans la tête du personnage, hein, c'est son flip qui est mis en scène, et donc tout ce qui se passe dans la tête du personnage doit trouver une expression visuelle dans le décor, et effectivement, c'est du non-stop, avec des effets qui sont inattendus, surtout dans un teen movie, que ce soit par leur élégance, par exemple. Je pense notamment à le plan séquence qui nous fait rentrer dans le collège, qui en fait passe d'un élève à l'autre, en fait, et à chaque fois que tu suis un élève, il est en train de parler d'un truc spécifique de ce fameux Buddy Revell, et il croise un deuxième groupe d'élèves, tu vas les suivre à leur tour,
qui parle d'un autre truc, etc. Et non seulement il te présente le personnage de Buddy Revell à travers tous ces propos des élèves, mais aussi il te présente les différentes factions, parce que t'as le groupe de filles moches, le groupe de bonasses, le groupe de mecs sportifs, le groupe de geeks, le groupe de hardos, etc. Et progressivement, en fait, via ce plan séquence et ces différents groupes, tu rentres à l'intérieur du collège. Joannou avait passé, je crois, ils avaient checké au moins une quarantaine de collèges différents avant de trouver celui qu'ils ont trouvé dans Utah. Simplement parce qu'il cherchait un truc qui est une allure gothique, et en fait l'architecture elle est très goth, effectivement, parce qu'il voulait assimiler son héros piégé par un antre de type Dracula. En fait il peut pas sortir de là parce que c'est le château de Dracula, quoi. Et il y a pas mal dans les décors, il y a pas mal d'évocations de ça dans le film également. Donc c'est un film très visuellement extrêmement travaillé, tellement travaillé qu'en fait ça a été aussi un problème, parce que quand Spielberg d'après Phil Joannou, attendait un Karate Kid. Ah, d'accord. En gros. D'ailleurs, un moment de vérité, un truc voilà, où le héros à un moment donné doit se révéler, parce qu'effectivement, on peut le spoiler, mais ce qui va se passer dans cette journée cataclysmique, c'est que le héros... Il va finir à accepter le combat. Voilà, il va finir par accepter le combat et devenir littéralement le héros de tout le monde, en fait, quoi. Et tout ce qu'il a jamais pu faire de sa vie, parce qu'il est extrêmement timide, etc., il va se retrouver à le faire. Il va carrément rouler une galoche à sa prof de lettres devant toute la classe, etc. Bon, bref. Donc tout va lui réussir d'une certaine façon au terme de cette journée cauchemardesque. Et donc il y avait effectivement cette idée d'un karaté kid dans un collège, quoi. Et donc quand Spielberg a vu le premier montage du film, il lui a dit littéralement mais il est où Karate Kid, tu m'as fait du Scorsese. Donc lui-même avait bien vu, évidemment, que Phil Joannou a travaillé plutôt du côté d'After Hours, quoi. Mais alors, il y a deux choses, en fait, qui sont aussi... je pense que tu parlais du fait que quand on est à la recherche, justement, de tous ces films des années 80, tous ces teen movies, etc., celui-là ne ressort pas. Bon, il faut savoir qu'aux États-Unis, il existe, je crois, un Blu-ray, donc il est visible comme ça. Par contre, je pense qu'il y a deux problématiques. Je pense que... les films des années 80, les teen movies qu'on cherche, en fait, ce sont des films qui ressemblent à ceux de John Hughes. Je pense que c'est ce qui a été le plus mis en avant, ce qui n'est pas du tout le cas de ce film, il faut vraiment le préciser. Y compris dans... c'est-à-dire que ça traite des mêmes problématiques, mais ça les traite de manière complètement différente. Et je parle même pas que de mise en scène, je parle vraiment en fait de ton et de... Déjà, John Hughes, visuellement, c'est pas du tout le festin visuel de ce film-là. Par contre, psychologiquement, c'est un peu plus travailler, parce qu'on dans 3 O'Clock High, on est vraiment dans les archétypes. Je pense pas que Buddy Revell il soit très élaboré comme personnage. Non, mais par contre, c'est des films... Alors, sur le personnage, je pensais plus au personnage principal, c'est des films sur lesquels tu peux lire entre les lignes. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Je pense que la mise en scène révèle justement ce genre de choses, ce qui est pas le cas chez John Hughes. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas chez John Hughes et qui est omniprésent, je trouve, dans 3 O'Clock High, ne serait-ce que par son récit, c'est la question de la violence et de la mort. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui te met en scène sous différentes formes toute la violence contenue qu'il y a à l'intérieur de la vie de collège et de lycéen. Alors, c'est fait encore une fois d'une façon très exagérée, puisque donc, le héros est systématiquement rappelé à ce duel qui va avoir lieu. Donc, quand il va en cours de biologie, il leur passe un film en Super 8 sur les insectes. Évidemment, c'est un truc absolument abominable, un insecte en train d'en bouffer un autre et tout ça. D'ailleurs, sur la musique des Dents de la Mer, le film éducatif est monté sur une musique des Dents de la Mer. Donc il y a encore une autre évocation de la mort qui vient s'y rajouter. Quand il est convoqué chez le principal il a une collection de bouquins sur les crimes nazis qui est bien mise en évidence dans un coin de cadre, etc. Il a un trophée de tigre coupé en deux sur le mur, etc. Enfin, genre, et encore une fois, je parlais donc de l'architecture gothique de l'école qui est également qu'on retrouve également dans la bibliothèque dont tu parlais tout à l'heure, qui sont pas des bibliothèques normales, mais typiquement goth, quoi. Donc cette omniprésence de la violence et de la mort, elle était pas chez Hughes. Chez Hughes, on parlait éventuellement du cul et des sentiments, mais pas du fait que... Non, et alors l'autre truc que j'allais dire, c'est que en fait, même si
tous ne sont pas devenus des stars, ils sont devenus des personnes emblématiques chez John Hughes. C'est pas du tout le cas en fait des acteurs de 3 O'Clock High. Casey Siemieszko. Ouais. Alors lui aussi, il vient de Amazing Stories. Et pas que. Voilà, mais c'était en fait, il avait été casté par rapport à Amazing Stories puisqu'il avait le rôle principal du pilote The Mascot réalisé par Spielberg. En fait. Et c'est aussi, il est dans une autre prod Amblin, hyper emblématique pour le coup, en 15e rôle, on va dire. Il fait partie du gang de Biff dans Retour à le futur. Donc c'est vraiment, c'est pas un acteur connu. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le film finalement n'est pas du tout. Je veux dire, même, je parlais de Heathers tout à l'heure, mais Heathers, il y a quand même Christian Slater et Winona Ryder, donc c'est devenu des stars après, en tout cas des vedettes. Et du coup, en fait, je pense que les films sont perprétés avec le temps. Grâce justement aux vedettes qu'il y a dans leur film. Emilio Estevez, c'est pas forcément encore une grosse vedette, mais il a fait des films derrière. Casey Siemieszko, il a littéralement disparu quasiment. En fait, il est retourné au 15e rôle qu'il faisait, ou alors il a fait de la télé, quoi. Bah, ils ont fait, effectivement tous disparu. Je pense que comment elle s'appelle la nana qui est super bonasse. D'accord. Anne Ryan, je crois. Non, c'est pas elle. Bref. Mais en fait, de toute façon, voilà, même le personnage de Buddy, c'est Richard Tyson. C'est pareil, c'est un acteur. Il a fait un peu de télé. Il est dans, allez, restons dans Stéroïdes, même si c'est un peu de loin. Il est dans Un flic à la maternelle face à Arnold. Donc voilà, mais c'est Annie Ryan effectivement. Et donc voilà, c'est. Elle a pas eu de carrière. Elle. Non, mais en fait, de toute façon, voilà, c'est des personnages. Enfin, c'est des acteurs qui ont disparu, donc je pense que le film est difficilement marketable en fait derrière, quoi. D'ailleurs, puisqu'on parle d'actrices, bon, c'est anecdotique, mais je trouve ça amusant si vous tapez donc la version originale du film, mais l'introduction de ce plan séquence dont je parlais tout à l'heure parce qu'à la fin du film, le dernier plan du film se termine de la même façon que débutait ce plan séquence. C'est-à-dire, donc, au début du plan séquence, on parle de Buddy Revell comme étant un psychopathe. Et à la toute fin du film, la dernière réplique, on parle du héros, Jerry Mitchell, comme étant un psychopathe. Et c'est au même endroit. L'actrice qui parle de ça, c'est Yardley Smith, qui sera plus tard la voix de Lisa Simpson dans Les Simpsons. Et tu ne peux pas ne pas l'entendre en fait quand tu la vois. Quand tu la vois à l'écran. Mais moi j'ai une question. En fait, moi je pense que ce film a été saboté. C'est-à-dire que j'ai pas l'explication du pourquoi il a été saboté. Donc effectivement, Spielberg apparemment en attendait quelque chose qu'il n'a pas eu, mais il a fait ça 2 fois à cette époque-là, c'est-à-dire de faire retirer son nom et celui de sa boîte de films qu'il avait produit. Il avait fait ça avec le film de Kevin Reynolds, Une bringue d'enfer, Fandango, voilà, qui est et c'est à la même époque en fait. Et je vois pas. Fandango, c'est aussi un film très intéressant, qui aurait pu marcher. Et je pense sincèrement que 3 O'Clock High aurait pu marcher également s'il avait été simplement soutenu par le studio. Parce qu'en lieu et place de Spielberg, on a produit par. Ils ont mis un pauvre producteur qui était à l'article de la mort, qui faisait partie de l'équipe de producteurs, mais qui était quasiment à la fin de sa carrière, quoi. Sur un plan qui est un mouvement de grue où tu sais que c'est l'endroit où il devait y avoir marqué Produced by Steven Spielberg, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il décide de retirer ses billes ? Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec la qualité du film et que ça a à voir avec des questions en coulisses, je sais pas lesquelles, hein, mais il y avait quelque chose de l'ordre de je veux pas que ce film marche, quoi. Je peux pas te répondre. Tu vois, tu m'apprends en fait, parce que pour moi c'était. Alors, j'ai pas fait attention au générique en revoyant le film, mais pour moi c'était un film, produit par Spielberg, ce que j'avais en tête, parce que je savais qu'il avait à peu près révélé Phil Joannou, comme il a révélé pas mal d'autres réalisateurs de cette époque-là, quoi. Donc oui, j'étais étonné quand tu me l'as appris et je pensais que tu avais peut-être une réponse. Apparemment, ce n'est pas le cas. Mais même Amblin en fait a disparu du truc, quoi. Donc ils sont uncredited là-dessus. Mais sinon, voilà, l'identité visuelle du film et sa tonalité, etc., nous rappelle quand même à ces heures-là. C'est un film, quand tu le vois, si tu le vois en ayant à l'esprit que c'est du Amblin, tu ne vois que ça, tu vois, en fait, que c'est vraiment, il est complètement de son époque à ce niveau-là. Pour terminer peut-être sur le film, donc précisons cette chose-là, c'est-à-dire que, comme on l'a assez dit finalement pendant toute l'émission, c'est un film qui appartient
entre guillemets au genre du cinéma d'action, du thriller ou du western en fait par son langage. C'est-à-dire pas forcément par rapport à ce qu'il raconte, même si ce qu'il raconte, comme tu l'as dit, c'est l'histoire d'une baston et de ce qui va mener à cette baston-là. Il y a quand même une logique de comédie. C'est-à-dire que même ce langage-là est utilisé de cette manière-là aussi. C'est-à-dire que c'est pas de la parodie hitchcockienne, mais c'est de l'exagération, on va dire, ou de l'exagération du western, des codes du western. Mais ça participe en fait du plaisir du film. Et tout ça, c'est vraiment en filigrane. Parce que visuellement, le film ressemble clairement aussi à... C'est-à-dire qu'en fait, dans les éléments de ce qui sont dans le cadre, c'est un teen movie. Oui. Dans la façon dont c'est filmé, il faut vraiment voir le film pour comprendre ça. Il y a en fait, un langage cinématographique qui est le langage du western, qui est le langage en fait du thriller, qui est le langage, même si c'est exacerbé, quoi. Et c'était la raison pour laquelle on voulait en parler en fait dans cette émission. Donc faut garder ça en tête en fait, parce que je pense que c'est pareil, ça va être un de ces films. Elle s'appelle Lisa Moreau. Lisa Moreau. Je l'ai cherché. Donc c'est elle qui joue la... Parce que effectivement, c'est un personnage typique des années 80 qui est le fantasme inaccessible en fait. La blondasse que tu n'auras jamais en fait. Et elle aussi, quand tu la vois dans le film, tu te dis elle aurait dû avoir une carrière en fait, parce que tous ceux qui se retrouvent dans le film, du coup, le film était, je crois que c'était un budget de 5 millions, il en a rapporté 3, et ça a vraiment handicapé la carrière de beaucoup de gens qui étaient, sauf vraiment les seconds rôles, Jeffrey Tambor, etc. Ils ont pu bosser par ailleurs. Oui, puis ça c'est des acteurs comment on appelle ça, des caractères acteurs. C'est ça, voilà. Les Casey Masco effectivement a disparu. Lisa Moreau disparu, Annie Ryan, donc ça a jamais décollé, tout ça, alors qu'ils auraient dû être portés par ce genre de film, quoi. Donc voilà. Donc en fait, il faut avoir ça en tête, parce que je pense que c'est un film qui va... Je pense que cette émission-là, et éventuellement nos auditeurs vont vraiment chercher à redécouvrir ce film-là, parce que c'est un film qui est un peu difficile à voir qui est vraiment sous le radar, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je suis content que ce genre de film totalement déjà sous le radar à l'époque, parce que vraiment, encore une fois, il n'existait pas, quoi. Aujourd'hui puisse être justement par Internet remis à la surface, quoi. Et donc de découvrir que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui comme une pépite des années 80, ça fait plaisir, il le méritait. Merci Rafik. Merci Steph. Merci à la technique. Merci à nos tipeurs, à nos auditeurs. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipeee.com et les mots-clés sont Capture Mag. Pour nous écouter, on est sur à peu près tous les agrégateurs de podcasts. On a migré vers Acast. Donc en fait, vous pouvez nous suivre à partir de là. Mais on est évidemment aussi sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spotify, Deezer, etc. On a une chaîne YouTube, Capture Mag aussi. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre film.